Et là, bam! Une bagnole dans ta tronche. Waouh, l'exécution, c'était long. Pourquoi vous faites ça les filles? C'est pas bien, hein? Bien dégueu, jouissif. Je ne boirai plus de bière de ma vie, je crois. Hop, voilà, l'accroche, c'est fait, mais Scream 7, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, et comme vous vous en doutez, on va parler de Scream 7 de Kevin Williamson. Hello. Très rapidement, vous le savez, le film a été une tannée à sortir, avec tout d'abord l'éviction de Melissa Barrera pour sa prise de position sur ce qui se passe à Gaza, et ensuite le départ de Jenna Ortega et Christopher Landon, qui étaient censés réaliser cet opus. On retrouve alors Neve Campbell qui revient en tant que personnage principal, et Kevin Williamson, qui est plus connu pour avoir été producteur et scénariste de différents opus, qui revient cette fois-ci à la réalisation. Et ce qui fait un petit peu mal, c'est qu'on sent que le film a subi pas mal de petites réécritures ici et là, et ce qui a planté vraiment le couteau dans le cœur, c'est toutes les fuites qui ont pu sortir, et notamment une qui date même depuis septembre 2025. Et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber dessus. En même temps, quand on cherche pas, on trouve pas. Bref, Scream 7 est sorti au cinéma, et mon avis est plutôt mitigé. Avec de l'excellent, du bon, du moins bon, et du... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous foutez de ma gueule là? Et pour évoquer tout ça, on va en parler dans une partie spoil et une partie sans spoil. Et bien entendu, on va commencer par la partie sans spoil. Hello, Sydney. Did you miss me? Bienvenue dans cette partie sans spoil où je n'évoquerai aucun élément de l'intrigue principale. Vous êtes dans une safe zone. L'histoire nous ramène tout d'abord, comme on l'a vu, dans la maison de Stumacher, qui a été transformée en Airbnb immersif que les gens peuvent louer pour une nuit afin de vivre l'expérience Stab. Et on y fait la rencontre de Scott et Madison qui donc semblent avoir loué les lieux pour la nuit. Autant Madison n'est pas super joyeuse d'être sur place, autant Scott est comme un dingue parce que c'est un énorme fan de la saga Stab, mais surtout des vrais meurtres qui se sont passés à Woodsboro. Bien entendu, séquence d'introduction de Scribe oblige, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu. On retrouve ensuite Sydney à Pine Grove qui a complètement refait sa vie, elle est maintenant patronne d'un super coffee shop, elle est mariée à Mark qui est un policier, et elle a 3 enfants dont une aînée, Tatum, 17 ans, avec qui elle entretient une relation un petit peu conflictuelle et qu'elle surprotège énormément. Un petit peu trop d'ailleurs. Mais cette jolie petite vie va rapidement basculer lorsque Ghostface refait son apparition avec un visage plutôt connu des fans. Et c'est lorsque les meurtres reprennent à Pine Grove que Sydney va décider de mener l'enquête. Et on va s'arrêter là pour le résumé. Scream 7 commence assez fort, et dans cet opus, on retrouve tout ce qui a fait le succès du premier film. On a le tueur, on a une bande de jeunes, on a Sydney qui mène vraiment l'enquête, et contrairement à avant, où elle était un peu plus une victime qui voulait survivre, cette fois-ci, elle est vraiment très impliquée dans le fait de retrouver, de savoir qui est le tueur. Et c'est surtout parce qu'il y a un élément totalement différent, cette fois-ci, c'est une mère, et elle a une fille à protéger. Attention, Maman Dragon va sortir les griffes. Et ça, c'est assez rafraîchissant dans le développement de son personnage parce que ce n'est pas seulement une Scream Queen ou une fille en détresse. Là, c'est vraiment une combattante, comme on le dit plusieurs fois dans le film. Et encore plus, elle va devenir même une sorte de modèle pour sa fille. Et c'est tout à fait normal, parce que comme on l'a dit, Tatum a le même âge qu'elle lorsque tout a commencé. Et on comprend du coup pourquoi Sydney est extrêmement sur la défensive, en particulier au sujet du petit copain. Parce qu'il faut toujours se méfier du petit copain quand même. Niveau ambiance, on retrouve aussi ce qu'on a pu connaître dans le premier film. Là, on se retrouve à Pine Grove, mais concrètement, c'est aussi une petite ville comme Woodsboro. Et on a un petit peu cette même photographie. Et donc, ça nous donne une sorte d'atmosphère assez froide avec donc, le danger qui va rôder, mais aussi un petit peu chaleureux avec ce truc où on a juste envie de boire un petit café avec Sydney. Ouais, en gros, c'est l'automne, quoi. Et le tout est porté par Kevin Williamson qui, mine de rien, va nous faire une réalisation plutôt dynamique avec des idées de plans qui sont vachement sympas. Alors, on a pu voir par exemple l'effet Vertigo qui était dans la bande-annonce, mais on va avoir aussi des plans complètement renversés ou alors même des jeux d'ombre vraiment avec Ghostface. Malheureusement, le tout manque quand même pas mal de profondeur, je trouve. En dehors de Sydney et un petit peu Gale, les autres personnages font plus office de figurants
avec un temps d'écran qui est vraiment minime pour certains, et c'est assez dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de possibilités à faire avec tout ça. On a la bande d'amis de Tatum qui a très peu de personnification, Tatum elle-même est quand même un petit peu creuse, et mine de rien, Mark, le mari policier de Sydney, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Résultat, on s'en fiche un peu de ce qui peut leur arriver, et on est davantage pris par le sensationnalisme des scènes. Concrètement, Scream 7, c'est une sorte d'attraction où des fois ça monte, des fois ça descend, et on s'amuse comme ça. Et malheureusement, le scénario lui-même n'a pas grand-chose de solide à raconter. Cette fois-ci, après la toxicité des fans, les franchises, le discours méta va s'intéresser au true crime, donc aux séries et podcasts qui vont raconter des vraies affaires criminelles. Alors l'idée est tout d'abord excellente, parce que ça va nous permettre de revenir à Scream 1 sans devoir réutiliser Stab, ou inventer un enfant caché d'un autre personnage. Mais le truc, c'est que ça manque énormément d'exploitation et ça reste vraiment en surface. Et également, on a la thématique de l'IA qui est utilisée, savoir si les images qu'on nous montre sont vraies ou fausses. Et à l'heure justement où on commence à douter sur les images qu'on nous montre, ça aurait pu susciter davantage de peur et d'effroi. Donc ce Scream est particulier, il y a pas mal de jouets avec lesquels on aurait pu s'amuser, mais j'ai la sensation qu'ils n'ont pas été utilisés de la bonne manière. Personnellement, je trouve qu'il y avait une autre partition qui aurait pu se jouer avec des choses vraiment intéressantes, mais ça n'a pas été appliqué. L'ensemble est assez correct, on passe quand même un bon moment, le film est très divertissant, même parfois jouissif, mais quand on est fan de la saga Scream et que vraiment on s'est bouffé les 6 autres films, et même pourquoi pas la série, on aurait pu avoir un nouveau départ beaucoup plus majestueux qui aurait pu vraiment lancer une nouvelle trilogie. Mais ça, on va parler tout de suite dans la partie spoiler. Nice little town you found. You and your pretty daughter. Bienvenue dans la partie spoiler, donc je vais considérer que vous avez soit vu le film, soit que vous en avez rien à faire qu'on vous raconte des détails importants de l'intrigue principale, et c'est ok. Dans cette partie, on va revenir sur certains points, et on va voir ce qui va et ce qui ne va pas, et on va revenir tout d'abord sur l'introduction dans la maison de Schumacher. Comme on l'a dit, on retrouve Scott et Madison qui vont passer une nuit dans la maison de Schumacher. Et là, on voit déjà un petit clin d'œil qui est fait à la véritable maison qui a servi pour le tournage, qui a ensuite été utilisée comme Airbnb, accueilli même par David Arquette, pour la promotion de Scream 5. On part sur une idée qui est assez intéressante, mais waouh, l'exécution, c'était long. Alors ok, Scott est fan de True Crime et il passe vraiment les premières minutes à aller de lieu en lieu à expliquer tout à Madison, mais en même temps il explique aussi aux spectateurs. J'étais là, Scott. J'étais là il y a 3000 ans. Ce qui fait que la scène s'étire encore, et surtout que les deux personnages, on les voit uniquement dans 2 pièces, la cuisine et le salon avec l'automate. Alors pour le coup, l'automate est quand même une super idée, pas non plus la plus originale du monde, c'est sûr, mais je suis content d'avoir remarqué qu'à un moment, Ghostface allait swiper avec l'automate, et aussi que Scott allait vraiment porter le costume. Sauf que vraiment, il n'y en a pas eu assez, et je pense que Scott aurait pu lui faire la blague au moins 2 fois, voire une 3e fois, vu dans quel état est Madison dans la maison. Elle est vraiment pas du tout à l'aise. Alors je pense vraiment comprendre que le coup de téléphone qu'elle reçoit au début dans la cuisine, c'est bien Scott, ce qui fait, on va dire, une première blague. Ensuite, il y a ce moment où il apparaît une première fois sous le masque, mais je trouve qu'il manque une petite 3e, histoire de vraiment faire monter la tension avant l'arrivée de Ghostface. Et de toute façon, le tueur arrive rapidement et se débarrasse des 2 personnages, avec un super coup de couteau dans la tête de Scott. Bien dégueu. Ensuite, on a une scène de poursuite vachement dynamique, qu'on a déjà vu dans la scène de la bande-annonce, mais qui ne se termine pas sur le couteau que Madison se prend en tombant sur Ghostface. Là, ça continue un petit peu, et c'était pas mal, cette espèce de plan vraiment renversé, à vraiment à 90 degrés sur le visage de Madison, où on voit en arrière-plan que Ghostface est en train de foutre le feu un peu partout dans la maison. Là, ça pose une nouvelle base, qui va durer pendant de toute façon tout le film. Le tueur, il a pas le temps cette fois-ci. Alors c'est marrant parce que ça dénote pas mal avec Scott qui lui
prenez bien le temps de tout nous expliquer. Par contre, alors on en parlera un peu plus en détail dans le reveal, mais le fait de cramer la baraque de Schumacher n'apporte strictement rien au scénario. Et même plus globalement, rien n'a de véritables conséquences dans le film. On nous introduit quelques personnages, mais ils ne sont pas vraiment approfondis, ils servent juste à se faire zigouiller. Alors le film avance, on retrouve Sidney qui a refait sa vie à Pine Grove, et on a la scène où Tatum a la visite de Ben, qui nous refait exactement les mêmes gestes que Billy Loomis dans Scream 1, sauf que cette fois-ci, ils sont interrompus par Sidney qui arrive dans la chambre. Ok, cette scène est là pour poser la base, vraiment on nous présente les personnages et tout, il n'y a pas de problème, on voit bien l'évolution de Sidney, mais c'est long. Et vraiment, encore une fois, les deux, vraiment l'aspect conflictuel qu'il va y avoir entre les deux personnages, va être répété tout le temps, encore et encore pendant tout le film. Et vraiment, cette nouvelle mode dans les films de devoir nous raconter à chaque fois ce qui est en train de se passer à l'écran, devient un petit peu relou quand même. Bon, après le film continue, on a encore quelques petits clins d'œil qui sont posés là, et pour le coup, là, ils ont aucune conséquence, c'est juste vraiment des petits bonbons qui sont posés là, juste pour les fans. Le moment où on voit la fille arriver avec la veste que Sidney portait dans Scream 2, on s'en fout, ils en parlent un peu, mais concrètement on s'en fout, et c'est plutôt sympa de revoir la veste. Mais le truc c'est que là on est encore sur de l'exposition, qui s'étire encore, et ça va continuer jusque dans le coffee shop. Et là ça montre un truc assez grave je trouve dans le scénario, c'est qu'il manque totalement de finesse, voire même de subtilité. Parce qu'à un moment on a le personnage de Carl qui est introduit, qui se révélera être plus tard un Ghostface. Et le truc c'est que, on a un mec chelou qui regarde Sidney de façon chelou, donc tout le monde se regarde de façon chelou, et là on se dit, ce mec est bizarre, on va le surveiller. Quoi ? Déjà ? C'est un peu tôt. Surtout que pour un mec qui est censé en vouloir après Sidney, d'une certaine manière, on sait pas encore quand, ça fait assez pauvre en fait son introduction, il n'y a pas grand chose de particulier. Et de toute façon, on n'aura rien de plus ensuite. Parce que dès qu'on va révéler qui il est et de où il vient, ça va durer 2 minutes avant de passer à la suite. Carl est juste un prétexte pour passer à la suite. Alors ensuite, pareil, on continue à nous introduire quelques personnages. On a Jessica et Lucas qui sont mère et fils. Donc on a encore cette thématique de être une mère et qu'est-ce que c'est que d'élever un adolescent en 2026 et surtout qui est fan de True Crime. Alors ensuite, on a un rapide petit échange entre Jessica et Sidney, et donc du coup, on va pouvoir approfondir un petit peu son background à cette dernière, sauf que c'est un peu la seule qui a un truc à raconter. Et ça, c'est quand même vachement suspect encore. Mais très rapidement, le film vient nous introduire la véritable menace, le retour de Schumacher qui apparaît en vidéo et vient provoquer Sidney. Et le sujet est quand même vachement intéressant, est-ce qu'il est vivant ou pas, et les personnages vont vraiment se poser la question. Et je pense que c'est quand même une excellente idée pour un Scream 7, afin de vraiment reconnecter avec la saga principale, après le 5 et le 6 qui suivaient les sœurs Carpenter. Et vraiment, on a le poids du passé qui vient hanter Sidney, et on a un énorme mystère à résoudre. Mais comme on l'a dit, Ghostface, il a pas le temps, il faut qu'il aille zigouiller du nouveau personnage. Et malheureusement, le groupe de potes de Tatum se résume à « Bonjour, quick ». À peu de choses près. Il y a même un gars, il a pas le temps de dire bonjour et il est mort hors caméra. Et pareil, on a le personnage de Monsieur Willis qui est le prof de théâtre qui n'apporte vraiment pas grand chose, si ce n'est une petite blague à un moment et apparaître de façon suspicieuse dans la foule un peu plus tard dans le film. Et c'est tout ? Fin de tournage pour Tim Simons ? Sérieux ? Même pas il se fait zigouiller. Même pas. Il a même pas le droit de mourir. Je vous le dis, il y avait clairement une idée pour faire un Stab the Musical ou quelque chose comme ça. Alors après, on enchaîne avec l'attaque dans la maison de Sidney, qui est franchement plutôt cool, avec une bonne réalisation, une bonne tension vraiment qui s'installe. Mais il y a quand même des trucs un peu bizarres. Dans une vidéo précédente, on parlait de la safe room, où Tatum et Sidney vont aller s'enfermer pour échapper à Ghostface. Et on imaginait que Ghostface arrivait à les piéger, à réussir à les faire sortir. Eh ben non, elles sortent toutes seules comme des grandes en fait. Pourquoi vous faites ça les filles ? C'est pas bien, hein ? Mark c'est un grand garçon, il peut se débrouiller tout seul. Bon, heureusement, le film fait un truc qui est vachement satisfaisant après. Il tue un Ghostface. Le tueur est dans la rue, il est prêt à massacrer ses victimes, et là, bam ! Une bagnole dans ta tronche. Jouissif.
Là je dis oui, là c'est couillu, c'est culotté, tu renverses vraiment toute la dynamique du film. Mais révélation, c'est le mec chelou qui a pris un café au début du film. Le mec c'est un no-name, personne ne comprend pourquoi il est là. Et encore une fois c'est chiant parce que on comprend que son personnage ne sert juste qu'à passer à la scène suivante. Et la fameuse scène suivante, c'est la scène de l'hôpital de Fallbrook, où on nous introduit le personnage de Marco Davis et on découvre enfin cette fameuse chambre avec les dessins chelous. Et les dessins ne servent strictement à rien. Voilà. Et même la photo qu'on a pu voir dans la bande-annonce, où on voyait la bande de Scream 1, bah en fait c'est même pas la même. En fait à la base c'était Tori Spelling. Et là, petite référence à Stab parce que Tori Spelling joue Sidney Prescott dans les films Stab. Du coup, cette pièce ne sert strictement à rien. Et l'info intéressante, ça va être en fait Marco qui va reconnaître Stu en disant oui, ce gars, en fait, on l'a appelé John et c'est un vagabond qu'on a retrouvé là dans la rue qui avait perdu la mémoire. Ok, je comprends qu'on veut implanter l'idée que Stu est réellement de retour parce que le gars a vu vraiment le personnage. Mais c'est bizarre, à ce moment-là, on n'y croit plus du tout. Et pour une raison plutôt simple, cette révélation ne fonctionne pas parce que le film ne prend pas le temps de la poser. Ce qui fait que, en à peine 2 minutes d'apparition, Marco est déjà suspect. Tout de suite. Alors je vais passer directement à la fin parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. On a un beau moment d'émotion entre Sidney et Gail qui en plus arrive à bien reconnecter avec vraiment tout ce qu'on a pu vivre auparavant dans les épisodes précédents, même le 5 et le 6. Et il y a quand même un effort de cohérence qui est fait, même si ça manque toujours de subtilité. Ensuite, on a toujours les scènes d'action qui se déroulent et les meurtres de Ghostface, et je ne boirai plus de bière de ma vie, je crois. Mais je trouve que c'est vachement inventif. Il y a quand même de très 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 bonnes idées, c'est assez dégueu, c'est un peu gore même parfois. Les personnages prennent extrêmement cher, mais ça va, c'est l'esprit Scream. Voilà. Alors à un moment, Tatum se fait kidnapper par 2 Ghostface, et l'idée est quand même plutôt sympa, même si on l'a déjà vu dans Scream 6, où il y en avait 2 qui apparaissaient ensemble à l'écran. Et le film va se terminer donc dans le climax qui se déroule, comme je le pensais bien, dans la maison de Sidney. Et là, on voit plein d'écrans qui vont s'allumer tour à tour et qui vont faire revenir d'anciens personnages. Alors évidemment, on a toujours Stu qui est là pendant tout le film, qui vient juste provoquer Sidney. Surprise, on a Madame Loomis qui vient faire un petit coucou, et ça fait toujours plaisir de voir Madame Loomis, qui cette fois-ci a un prénom. Et ensuite, on nous avait annoncé le retour de Roman et de Dewey, donc on s'attendait peut-être à un rôle beaucoup plus important, et ils font juste un caméo en fait à l'écran. Rien de plus, c'est tout. C'est décevant. Donc ouais, on a la question de l'IA quand même qui nous est rabâchée pendant tout le film, on teste des trucs, mine de rien, on essaye de comprendre est-ce que c'est de l'IA ou pas, même si c'est un petit peu lourd à force. Et cette idée disparaît tout de suite et on l'oublie. Ça donne un petit peu vraiment l'impression d'avoir un joujou sans savoir quoi faire avec. Et enfin, on a le reveal qui est probablement le moins intéressant de la saga. Ouais. On découvre que c'est Jessica, la voisine, qui a tout orchestré parce que, après avoir lu le livre de Sidney, elle l'a vu comme un modèle et a voulu se débarrasser de son mari abusif. Sauf que, vu que Sidney n'était pas là pendant les événements de New York, donc dans Scream 6, elle s'est sentie trahie. Quoi ? J'ai pas compris le rapport à ce moment-là, je crois qu'on est nombreux. Enfin si, j'en vois un, je dirais que la motivation de Jessica, c'est justement une critique envers les fans qui ont sûrement gueulé de ne pas retrouver Sidney Prescott dans Scream 6. Et c'est là que j'ai compris tout le problème du scénario, et concrètement, le seul gros défaut du film, c'est vraiment le scénar. Parce que la réal est top, le montage est quand même plutôt cool, et les personnages, mine de rien, sont intéressants, même si on aurait voulu en avoir un petit peu plus. Mais le scénario ne repose uniquement que sur l'avis, les critiques ou les théories des fans qu'on peut lire sur internet. La thématique du true crime est à peine utilisée, et celle de l'IA, elle ne sert juste qu'à réintroduire des vieux personnages. Et en plus, on nous explique que c'est Marco qui a fait les images en IA parce que avant il a bossé chez Google ou un truc comme ça. C'est un peu ta gueule c'est magique. Voilà. Mais le truc c'est que ce mec-là n'a aucun motif. On ne sait pas pourquoi il est là. Quel est son rapport avec Jessica ? À quel moment elle a réussi à le convaincre de passer à l'acte ? Et en fait pour moi il manque quelque chose. Il manque des scènes déjà, j'imagine, il manque des scènes. Mais surtout, j'ai l'impression que
c'était pas ces tueurs-là qui devaient être là à la base. Et à la fin du film, on a la vision d'une sorte de patchwork assez informe qui ne ressemble pas à grand chose et tout ne tient qu'avec des petits bouts de ficelle. Vous vous souvenez de la scène d'introduction chez Schumacher ? Eh bah tout le monde l'a oublié, personne n'en parle et ça n'a eu aucun impact dans le film. Alors quand même qu'on parle de la maison de Schumacher. Dans Scream 6, on avait la thématique du fan toxique, mais on avait quand même Billy Loomis qui faisait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle. Puis après il y avait Scream 6 qui faisait la suite logique de Scream 5. Là on a quand même un opus qui nous fait revenir Sidney Prescott, qui est quand même l'essence même de toute la saga Scream, mais ses antagonistes n'ont strictement aucun rapport avec elle. Les tueurs précédents étaient quand même logiques dans leur construction, il y avait quand même un petit quelque chose. Là, ça pourrait être totalement n'importe qui. Tu mets Monsieur Willis à la place de Jessica, tu mets Chloé à la place de Marco, t'as qu'à dire que c'est une jeune qui est fan d'IA et en plus c'est totalement de sa génération, tu aurais exactement le même final. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il reste de Scream 7 ? Bah c'est une attraction. C'est fun, c'est jouissif, on s'amuse, on retrouve quand même bien l'esprit de la saga principale, surtout du tout premier film, autant au niveau de l'ambiance qu'au niveau du ton. Mais j'ai vraiment le sentiment que les personnages qui sont aux commandes ne sont pas les bonnes. Le scénario a été écrit par Kevin Williamson et Guy Busick et d'après une histoire de James Vanderbilt et Guy Busick. Donc les deux gars qui se sont occupés du scénario des deux opus précédents. Alors ils sont sûrement très gentils, ça y a pas de souci, ils font des films qui sont sympathiques sans plus, mais j'ai le sentiment que Scream, ça a un poids un peu trop énorme pour leurs petites épaules et qu'ils ont du mal à jouer vraiment avec tous les jouets qu'on leur donne et qu'ils sont un peu en décalage vraiment avec l'état actuel du monde, avec les problèmes des jeunes et même notre propre rapport avec le cinéma d'horreur. Ok, ils ont écrit des films d'horreur qui sont sympas, mais franchement, faut avouer que c'est un peu toujours la même recette. Le truc, c'est que Scream, c'est quand même une saga qui mérite beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de profondeur vraiment dans les interactions entre les personnages et même dans toute son histoire principale. Là, on a vraiment l'impression qu'on leur a donné des jouets, ils savent pas quoi faire avec. C'est dommage. Alors, j'ai envie de vous proposer quelque chose pour la prochaine vidéo. Est-ce qu'on se tenterait pas une sorte de réécriture de Scream 7 ? Oui, là, on va se faire une petite Richie. Genre, on modifie quelques points ici et là, mais on essaye de quand même conserver le maximum du scénario principal, tout en le reconnectant vraiment de façon plus large à toute la saga Scream. Donc, si ça vous tente, mettez dans l'espace commentaire vos petites idées, même les plus futiles. Je prends tout ce qui peut être intéressant. Mettez juste un énorme spoiler et passez pas mal de lignes, histoire que ce soit bien caché. Bon allez, dans l'ensemble, on va retenir que Scream 7, c'est sympa, c'est maladroit, et les tueurs sont totalement oubliables. Et le film reste quand même divertissant dans toute sa frustration, Et il me semble que ça commence à parler déjà d'un Scream 8. Je serre les fesses. Allez, des bisous. Call me a